Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview box qui sera consacrée au gros main event de cette semaine. Jaron Ennis contre Eymantas Stanionis. La prononciation est très certainement déjà partie en couille, vous m'en excuserez. Mais bref, ce combat est un des combats qu'on attend le plus dans la division welterweight de ces dernières années. Et surtout, elle arrive avec beaucoup d'enjeux. 3 ceintures, la ceinture WBA détenue par Stanionis, la ceinture IBF détenue par Jaron Ennis et la ceinture Ring Magazine laissée vacante par Terence Crawford depuis la mi-2024 en gros, qui est remise en jeu dans ce combat. Combat également entre deux prospects qui ont été deux prospects particulièrement suivis tout au long de leur carrière. Deux gars qui ont une carrière amateur assez longue et assez dense. Voilà, Stanionis de son côté et même aller jusqu'à faire les Jeux Olympiques de 2016 où il s'était incliné voilà, dans les premiers tours, il a pas reçu de médaille, mais où il s'était incliné face aux finalistes et médaillés d'argent de la compétition, dont je ne vais pas prononcer le nom pour ne pas l'écorcher. Et suite à cette défaite olympique, il passera pro dans la foulée début 2017 et sera très vite amené dans le giron PBC qui le travaillera dès ses premiers combats, il sera diffusé sur Fox, sur la chaîne Fox dès son premier combat, pas dans de grosses cartes, mais voilà, directement il sera amené à la télévision américaine très vite. Il prendra les combats, il prendra des victoires, ça il peut montrer petit à petit avant de vraiment prendre une certaine ampleur, au moins sur l'année 2021 où il affrontera l'ancien contender Thomas Dularme qu'il dominera sur 12 rounds et Dularme qui était encore en bonne forme au global à cet instant-là. Il subira une chute, il subira vraiment, on peut dire une chute sur ses prochains combats assez expéditifs, hein, voilà, on en parlera quand on parlera de Jaron Ennis. Il ils tenteront de encore monter Stanionis face à un ancien champion, enfin, techniquement, ouais, je vais mettre de gros guillemets, techniquement un ancien champion WBA welterweight en la personne de Luis Colado et qui, depuis la perte de son titre face à Ricky Hatton en 2006, j'ai toujours un doute sur la date, je crois que c'est 2006, était resté un peu l'ultime gatekeeper de la division. Il avait affronté grosso modo tout le monde. Il avait affronté Shane Mosley, il avait affronté Shane Mosley, André Berto, il avait affronté Victor Ortiz, Amir Khan, Keith Thurman. Il avait vraiment affronté vraiment beaucoup de gars vraiment de peut-être pas de taulier, mais pas loin dans la division. Et malheureusement pour Stanionis, et dans un sens aussi pour Collazo, ben ce combat-là se terminera assez vite en tête à queue parce que voilà, les deux auront un violent head clash, un violent choc de tête, pardon, au quatrième round, ce qui se conclura en un no contest. Voilà, mais voilà, Stanionis, à ce moment-là, il n'est pas encore comment dire, ouais, sa hype ne redescend pas sur ce combat-là, loin de là. Il n'en reste qu'il a réussi à se placer contender number one, au titre WBA, qui à ce moment-là était détenu par Yordenis Ugas et dans le combat en sous-carte du combat d'unification entre ce dit Ugas et Errol Spence Junior combattront, hem, Stanionis et le champion, on va dire le champion intérimaire WBA de la division, Radzab Boutaev et au terme d'un code de 12 rounds particulièrement âpre, Stanionis finira par remporter ce combat-là sur une split decision. Peut-être qu'on en reparlera dans la preview, mais que personnellement, j'ai toujours tendance à donner à Boutaev, mais on en reparlera après. Et puis, gros hiatus. 2 ans à ne pas combattre, avec plusieurs officialisations de combat face à Virgil Ortiz, mais dû aux problèmes de santé de Virgil Ortiz, ce combat ne se fera pas sur la fin de l'année 2022 ou l'année 2023. Avec un retour face à un autre ancien olympien de Rio, Gabriel Maestre, en, en mai 2024. Combat qui remporte sans grande difficulté
en 12 rounds. Ouais, undercard de Canelo contre Munguia, c'est bien ça. Et encore une fois, un hiatus de quasiment 1 an, avec aucune concrète officialisation de combat, alors que la division était redevenue très ouverte suite au départ, de Errol Spence Jr. et surtout de Terence Crawford. Du coup, la ceinture intérimaire, bon, qui est la ceinture world entre guillemets, mais j'ai pas envie de considérer ça comme un vrai titre enfin de champion, mais bref, ça c'est une autre histoire. Mince, putain, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Mais bref, voilà. Sa ceinture est vraiment transformée en vrai titre mondial aux yeux de tout le monde. Et mais voilà, encore une fois, alors que la division avait quelques contenders intéressants, notamment au classement WBA, ben, pour des raisons que j'ignore, voilà, Stanislas ne combattra pas sur le reste de l'année 2024 et du coup, bah, son premier combat depuis quasiment 1 an se fera pour le combat d'unification face à Jaron Ennis qui, un peu de la même manière, a eu une trajectoire de carrière un petit peu semblable, pas exactement la même, loin de là, mais un petit peu semblable. Carrière amateur assez longue, principalement sur les circuits américains. Il fera plusieurs des gros tournois américains dans sa carrière amateur. Il fera les Golden Gloves qu'il ne gagnera pas. Il gagnera les championnats nationaux USA, mais en catégorie junior, entre guillemets. Ouais, il parlera notamment à 3 reprises face à Gary Antoine Russell, le frère de Gary Russell Jr. Qui depuis est devenu champion WBA des super lightweight, donc c'est quand même pas des défaites surtout dans les rangs amateurs, c'est pas des défaites honteuses, très loin de là. Et de son côté, ne parvenant pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques enfin, au profit de Gary Antoine Russell, Ennis décide de passer pro et et lui, enfin, un peu de la même façon, mais plus sous les radars, il enchaîne les combats à l'appel, il enchaîne les KO à l'appel, surtout son début de carrière est vraiment marqué par de très nombreux finishes, principalement sur les premiers rounds, assez logique. Mais voilà, il enchaîne les combats. 2016-2017, il fait déjà une petite vingtaine de combats, 17 pour être précis, sur ses 2 premières années de carrière. Donc c'est vraiment une carrière un peu à l'ancienne pour le coup, enfin à l'ancienne, type, années 90, type début de carrière de Floyd Mayweather, et cetera. Mais il mettra un peu plus de temps à vraiment, rentrer dans une grosse promotion, mine de rien. Il finira par le enfin, finira, il y atteindra assez vite quand même, mais il arrivera à signer chez PBC courant de l'année 2018. PBC qui, travaillera un peu plus bah, ouais, comme un vrai prospect. Il fera une année 2020 où il sera élu prospect de l'année par Magazine avec notamment une très belle victoire face au très dur Roma, Juan Carlos Abreu, qui n'avait jamais perdu avant la limite jusque-là et que Ennis finira assez violemment au 6e round. Donc, très belle victoire pour cette année 2020. Il passera à peu de choses de récupérer la ceinture IBO des welterweight face à Green Van Heerden. Voilà, désolé pour la prononciation, encore une fois, qui était pas un cador, loin de là, mais qui était, ouais, on peut dire un gatekeeper du top 30 plutôt solide au global. Et après après ce cafouillage, face à Heerden qui se terminera par un no contest suite à un headbutt au premier round, il enchaînera avec un run que personnellement je trouve très impressionnant. Avril 2021, il prend Sergey Lipinets, ancien champion de IBF des super lightweight. Gars très, très dur à prendre au global qui sortait d'un match nul. Un peu généreux pour lui, mais voilà, mais quand même pas immérité. Face à Custio Clayton, il était sur un plutôt bon run en welterweight, pas incroyable, mais plutôt bon. Ennis le surclasse avec une maestria assez exceptionnelle et finit par le finir là encore au 6e round sur si je me souviens bien, c'était, je sais plus si c'est le premier knockdown ou le deuxième, mais bref, il y a un knockdown qui m'a vraiment marqué sur un uppercut timé à la perfection sur un très mauvais placement de l'épinette et il me semble que c'est cet uppercut-là qui conclut le combat. Thomas Dulorme en octobre 2021, un round, 2 knockdowns, un finish. Thomas Dulorme qui la même année avait fait la limite face à Stanionis, c'est pas banal. Ensuite, Custio Clayton pour se placer en tant que mandatory IBF. Custio Clayton, invaincu, qui aurait pu gagner la victoire face à Sergei Lippi, net en 2020, bon, bon, même s'il ne l'a pas eu. 2 rounds, un knockdown, un KO rapide.
rapide et particulièrement brutal de ce que je m'en souviens. Un combat pour la ceinture intérimaire, IBF, bon, face à Karen, ouais, Karen Choukagian dans un combat pas intéressant, pas du tout intéressant, 12 rounds assez long parce que Choukagian, fera des tours de mobilette à répétition tout au long du combat, ce qui sera au global vraiment, vraiment relou, mais que Ennis domine sans la moindre difficulté. Une démonstration de boxe très impressionnant et un finish particulièrement brutal et impressionnant face à Roman Mdila qui dans la même soirée où, Ennis avait récupéré la ceinture intérimaire, avait battu Rashadi Ellis, qui était un bon prospect, welterweight du moment. Ouais, qui avait notamment battu Alexis Rocha, pour ceux qui voient. Ouais, et du coup, ben, Ennis joue avec Villa, mais pareil, avec une maestria assez vraiment exceptionnelle. Puis une année d'hiatus parce que, bah, voilà, enfin, ouais, parce que division welterweight compliquée à manœuvrer. Un retour, heu bah, sur lequel je suis toujours aussi partagé face à l'excellentissime David Avanesyan, voilà, ancien champion d'Europe très dominant sur la scène européenne qui avait fait un combat plutôt honorable, même si s'était fait surpasser sans trop enfin, ouais, sans trop de contestation possible par Terence Crawford. Mais voilà, Avanesyan qui était vraiment un très, très bon combattant, qui a fait une très bonne performance face à Ennis, mais Ennis qui est juste au-dessus et finit par faire abandonner Avanesyan en 5 rounds. Puis une revanche face à Choukadian qui montrera que, bah, au final, la performance de Ennis en janvier 2023 était vraiment très bonne parce que cette fois-ci, Choukadian donnera tout un combat à Ennis et le combat se terminera sur une décision unanime avec des cartes vraiment larges. Je donne sans trop de problème le combat à Ennis, mais putain, franchement, ouais, que des scores au-dessus de 115-112, ça me paraît vraiment dur et donc c'est un peu dans une situation, de doute où on se dit, «Bah, ouais, est-ce que Ennis est si bon que ça au final?» Bah, Ennis rentre dans ce combat face à, Eimantas Stanionis. Voilà, encore une fois, désolé pour la prononciation et du coup, pour passer dans la partie, preview, et élaboration des styles, des 2, d'un côté, Stanionis. Heu, pour essayer de le définir en 3 essayer de le définir en 3 termes, ce serait physicality, grosse physicality très impressionnante, jab, voilà, excellentissime jab au global et même de façon et ouais et garde hermétique, voilà, je trouve que c'est vraiment le résumé de ses 3 plus grosses forces. Il a une grosse physicality pour la division. C'est un des plus gros welterweight, à l'heure actuelle en termes de physique, ce qui est quand même vraiment pas banal parce qu'il y a des enfin, ouais, parce qu'il y a des welterweights qui sont très impressionnants physiquement, à l'heure actuelle. Stan Ennis, pardon, fait vraiment partie des plus gros welterweight sur le plan, physique. Son jab est excellentissime. Voilà, c'est clair. Je trouve pas qu'il s'en sert de la façon la plus intelligente possible, mais quand il s'en sert bien, il est vraiment très, très bon. Il s'en sert super bien pour construire, pour, pour maintenir la distance, pour même impacter ses adversaires et cetera, marquer beaucoup de points. Il marque énormément de points dans ses combats, sur son jab. Donc jab, très grosse force. Sur le plan défensif, sa garde est excellentissime. Bien sûr, il prend des coups parce que c'est plutôt de l'ordre du pressure fighter, garde haute, centre de gravité bas et cetera, qui met globalement plutôt la pression avec sa grosse physicality. C'est normal qu'il se prenne des coups, mais sa garde est vraiment très, très, très bonne. Il est excellent en single attack. Voilà, c'est vraiment pareil sur le plan du côté offensif. Pour moi, sa grosse force, hormis son jab, ses single attacks sont excellentissimes. C'est-à-dire quand il doit envoyer une droite en première intention, il l'envoie avec un timing fabuleux, une très, très bonne précision et avec un bon impact au bon endroit, au bon moment. Ouais, et pareil quand il doit envoyer un crochet gauche en première intention, généralement ça touche et avec une très, très bonne précision. Enfin ouais, généralement. Il est très bon en contre. Voilà, pareil, il est très, très bon en contre, il a un très bon timing. Enfin, le combo très bon timing et très bonne single attack font que ça fait généralement de très, très bons contreurs au global. Il est très durable. Il a pas de souci à tenir un combat sur 12 rounds à haute intensité. Son combat face à Boutaev, il a été mis en difficulté sur les derniers rounds et pour moi, il perd la plupart des derniers rounds, mais c'est parce que, selon moi, Boutaev a été plus intelligent que lui sur la façon de gérer le combat. C'est pas sur le fait que Stanionis ralentissait et cetera. Il avait vraiment le même rythme de combat, au 12e round qu'au 1er round. Voilà, c'est juste que, ben, tactiquement, je trouve qu'il s'est pas spécialement, adapté.
contrairement à Boutaïf. Mais voilà, en global, il est très durable. Ça s'est aussi vu face à Maestre, Gabriel Maestre, en mai dernier, ouais, encore une fois, sur 12 rounds, il a vraiment tenu le même rythme de combat au global. Donc c'est clair qu'il est durable et enfin, niveau déplacement, il est très, très bon pour garder le centre. Sa stratégie de base, et il le fait dans tous ses combats, c'est absolument garder le centre, que ce soit quand il avance, qui est un peu la base, hein, quand tu avances, tu cherches à garder le centre, c'est une évidence, mais même quand il recule, ses déplacements vont pas être dans l'optique de sortir de la zone d'échange, mais dans l'optique de avant tout garder le centre, de garder le centre du ring, un peu à la façon de ce qu'avait fait Oscar de la Hoya face à Ike Corté en 99, pour prendre un exemple qui est pour moi le meilleur exemple de tu recules, mais tu gardes le centre, tu gardes le centre du ring. Ce qu'avait super bien fait de la Hoya dans ce combat face à Ike Corté et ce que fait très, très bien Stanionis et ce qui au global est un peu sous-utilisé. De façon générale, garder le centre, c'est toujours un voilà, une façon de toujours pouvoir reculer, même quand on est mis sous pression, toujours réussir à reculer, c'est le meilleur moyen, c'est de réussir à garder le centre même sur son pied arrière et c'est un truc que très peu arrivent à faire au global. Donc c'est vraiment une très, très bonne force et une force qui sort un peu de l'ordinaire, pour Stanonis. Dans ses faiblesses, je trouve ses combinaisons vraiment pas ouf au global. Ça s'est surtout vu face à Boutaev qui est pour moi son meilleur adversaire en carrière et d'assez loin. Même, Gabriel Maez qui est un bon boxeur mais voilà, qui était pas qui est pas le meilleur, enfin, qui était pas qui pour moi n'est pas un elite fighter, voilà, tout simplement. C'est un gars qui est allé au plus haut de la boxe amateur, mais qui est vraiment pas allé au plus haut de la boxe pro, surtout dans son combat face à Stanionis et voilà, les combinaisons de Stanionis pour moi sont mal construites. D'une part, sa shot selection est vraiment pas bonne au global et même en termes de précision, généralement, quand il combine, un peu à la façon, c'est face à qui que j'avais, c'est quel combattant? Je sais plus. Il y a quelques semaines, j'avais parlé d'un combattant qui, pour moi, construisait très mal ses combinaisons et il manquait cruellement de précision. Ah oui, Austin Williams. C'était pas en preview, c'était en race de classics. Mais voilà, Austin Williams, c'est un gars qui construit, qui je trouve construit super mal ses combinaisons. Qui construit bien ses combinaisons, mais qui a une très mauvaise précision quand il combine. Voilà. Mais comme Austin Williams, Stagneux, Nice. Là, non seulement sa précision est pas bonne, mais en plus ses combinaisons, selon moi, sont assez mal construites au global. Et enfin, non, pas enfin, mais quoique, enfin bref, dans ses vraies faiblesses, pour moi, il est très, très prévisible. Je le trouve très lisible, très prévisible. Il fait tout le temps la même chose. Il y a aucune adaptation tactique, dans chacun de ses combats et face à un gars comme, Ennis qui lui sait s'adapter, on va le voir quand je parlerai de lui, très, mais voilà, face à un Ennis qui sait un minimum s'adapter, surtout surtout face à des pressure fighters, à mon avis, un Stanionis qui est beaucoup trop prévisible, c'est, qui est très prévisible, très lisible, ça peut être très dangereux face à un Ennis et enfin, c'est pas une faiblesse dans l'absolu, mais ça peut se transformer en une faiblesse, c'est qu'il a quand même un déficit de punch. C'est un des plus gros, en termes de physique, c'est un des welterweight les plus gros et je trouve qu'on le sent, c'est un des welterweight les plus forts, mais ça ne se retransmet pas du tout dans sa puissance de frappe. Un peu à la façon, pour reprendre un exemple d'un gars que j'ai parlé il y a pas très longtemps, c'est Go Yuri Akui. En flyweight, Akui a un ratio, enfin gabarit, force exceptionnel. Pareil que pour Stanonis, mais avec lui, cette force, cette puissance physique ne se retransmet absolument pas dans sa puissance de frappe, malgré une mécanique de frappe vraiment aboutie. Stanonis, c'est exactement la même chose. On sent que c'est un gars qui est puissant, qui est fort physiquement, mais qui n'arrive pas à retranscrire, à mettre tout le poids de son corps dans ses coups et du coup, ouais, c'est pas un gars qui va finir le combat, qui a le one punch knockout et même je trouve pas que ce soit le meilleur des finisseurs possible, notamment du fait de ses combinaisons qui sont pas ouf. Voilà et du coup, pour faire la transition avec Ennis, 3 termes pour définir Ennis: switcher, un des meilleurs switchers, enfin le meilleur switcher à l'heure actuelle avec Terence Crawford. Ça, j'ai aucun je tremble pas des genoux quand je dis ça, un des meilleurs, switchers, à l'heure actuelle. Hem Voilà, combinaison, deuxième terme, 2e combinaison, enfin deuxième terme pour le définir, combinaison. Troisième terme, confiance. Ça se sent, c'est vraiment, c'est un gars qui a une grosse, grosse confiance en lui. Ça se ressent dans quasiment chacun de ses mouvements qu'il a une très, très grande confiance en lui. Voilà, combinaison,
Et sa construction de combinaisons, j'adore, vraiment, j'adore la façon dont il construit ses combinaisons. Il construit généralement, enfin quand il combine la plupart du temps, c'est généralement en southpaw. Il est très bon en orthodoxe et en southpaw, mais généralement, son travail de distance et surtout son travail du jab qui est excellentissime dans les 2 gardes, hein. Il a un excellent jab dans les 2 gardes, mais qui est un peu meilleur, je trouve, en orthodoxe. Son travail en combinaison, il s'en sert beaucoup plus et généralement ses combinaisons sont un peu mieux construites quand il est en southpaw. Bon, Lipinette, par exemple, un des meilleurs exemples, c'est Lipinette. Le deuxième meilleur exemple, c'est Roman Villa. Ses meilleures combinaisons dans ces 2 combats-là, c'était en southpaw, donc ces combinaisons sont vraiment très, très bien faites, sont très bien construites. Il pourrait peut-être un peu plus aller chercher le corps, mais il le fait quand même. C'est juste, ben, ouais, qu'il a un plus gros focus sur la tête, mais quand il combine, il y a toujours au moins 1 ou 2 coups au corps qui passent, donc voilà, ses combinaisons sont très, très bien construites de façon générale. Son jab est excellent dans les 2 gardes. Il a un athlétisme assez exceptionnel. Ça sent que c'est vraiment un athlète, pur, ne serait-ce que dans sa morphologie, dans sa ouais, ne serait-ce que dans sa morphologie, dans son physique. Ça sent que c'est un gars qui est très explosif de base, qui a une très bonne vitesse d'exécution, notamment une très bonne vitesse de bras, qui a un bon coup d'œil au global et voilà, excellent athlète assez exceptionnel, au global et enfin son contrôle du combat est vraiment très, très bonne. Sa gestion de la distance est très bonne. Sa gestion du rythme est très bonne. Sa gestion de l'espace du ring est vraiment bonne aussi. Bon, gestion du ring, gestion de l'espace du ring un peu en dessous du reste, mais bon, quand même de très, très bonne facture. Ses faiblesses, sa défense, elle est pas mauvaise. Il a son système défensif, il a son coup d'œil, il a sa réactivité, il a sa garde, mais elle est pas aussi bonne que ce qu'il pense. J'ai vraiment la sensation qu'il a une moins bonne défense. Enfin, j'ai vraiment la sensation quand je le vois combattre, qui pense avoir une meilleure défense qu'il n'en a, réellement et ça se voit surtout dans ses combats à plus haut niveau, notamment dans ses 2 derniers combats, ces 2 combats de 2024. Ça se sentait voilà, qu'il se pensait avoir une meilleure défense que ce qu'il n'avait, réellement. Face à Ospo Stance, pareil, est pas aussi bonne qu'il ne le pense. Il reste même s'il est très bon dans les 2 gardes, généralement, il arrive toujours un moment où il va rester en southpaw le plus gros du combat. Il va un peu à la Marvin Hagler, Terence Crawford, il va passer le début de combat à beaucoup switcher, à passer d'orthodoxe à southpaw, de southpaw à orthodoxe. Mais il arrive un moment où il prend la confiance, il saisit le rythme de son adversaire et il passe que en mode southpaw jusqu'à la fin du combat. C'est généralement ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé face à Villa, c'est ce qui s'est passé face à Lipinette, face à Chukadjian, les 2 fois d'ailleurs, face à, Villa, je l'ai dit, face à Avanesyan également. Donc voilà, c'est pas dans l'absolu, on pourrait le voir comme, comme un Marvin Hagler qui prenait la température en orthodoxe pour passer en southpaw et tout déglinguer. Pour le coup, je trouve que Ennis, c'est pas ça vire un peu dans la catégorie faiblesse parce que je trouve que ses meilleurs rounds de façon générale, c'est toujours ces débuts de round où il alterne constamment. Il alterne orthodoxe, southpaw orthodoxe comme je l'ai dit, mais il est excellent dans ces moments. Là, il est constamment en déplacement et pourtant il perd pas tant que ça en puissance, quoi. Et en termes d'intelligence de combat, ben, c'est dans ces débuts de round où il est le meilleur, au moment où il ne stagne pas, en southpaw, systématiquement. Et pareil, ses déplacements sont pas aussi bons qu'il le pense là encore, surtout en mode pressing. Bah, on l'a surtout vu dans son premier combat face à Chukadjian, son ring cutting était vraiment, vraiment pas ouf. Donc il y a vraiment une grosse amélioration surtout au niveau de son ring cutting et même sur ses déplacements, ouais, c'est quand il recule, que ce soit en déplacement en ligne ou en déplacement latéraux, il y a vraiment moyen surtout de les dynamiser. Il a de bons déplacements, il a un bon placement au global. Son placement pourrait être un peu plus intellectualisé et être peaufiné, mais surtout il pourrait mettre beaucoup plus de dynamisme et encore une fois, c'est plus sur la durée, en fait. Parce que sur les débuts de round, il est beaucoup plus en déplacement. Quand il alterne orthodoxe southpaw, il travaille très bien et très souvent en déplacement latéraux et ça fonctionne super bien. Quand il travaille surtout du jab, hein, dans les 2 gains, encore une fois, bah, quand il travaille surtout du jab et en déplacement, il fonctionne magnifiquement bien. Mais à un moment, il prend la confiance et ses déplacements sont beaucoup plus flat-footed et ce qui n'aide pas sa défense, du coup aussi. Et ben, au final, je pense que vous avez un peu remarqué ce que j'ai,
dans ses faiblesses. À chaque fois, tout ce qui à chaque fois, ses défaites et ses faiblesses, selon moi, remontent à un seul et même point, sa confiance. La confiance peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton pire ennemi. Et j'ai le sentiment que la confiance de Ennis, plus le temps passe et plus c'est en train de devenir son ennemi parce que ça lui fait prendre des risques stupides, proprement stupides, qui sont complètement irréfléchis. Face à Chukadian, dans le deuxième combat, il se complique la tâche parce qu'il a pris le combat par-dessus la jambe et ça et c'est vraiment un gros problème. Ça a été un peu le même cas face à Avanissian. Même face à Roman Villa, il s'est pris beaucoup plus de coups que ce qu'il n'aurait dû en prendre, normalement. Donc voilà, sa confiance aide à le rendre impressionnant, à le rendre spectaculaire, mais peut se transformer en défaut sportif et éventuellement lui faire perdre lui faire perdre des combats. Et face à un gars comme, Stanionis, ça peut vraiment devenir très, très dangereux. Et au final, c'est, attends, je revois. Oui, non. Donc non, j'allais dire une connerie. Mais bref, pour passer un peu sur la partie, game plan, hem, par lequel je vais commencer? Je pense que je vais commencer par, quoique non, sur la partie game plan, de façon générale, il y a une qualité qui, selon moi, doivent absolument être exploitées par les 2. C'est leur grande qualité de base, c'est leur jab. Encore une fois, leur jab est excellentissime. Les 2 ont parmi les meilleurs jabs de tout le circuit, boxe de façon générale, toutes catégories confondues. Si tu dois faire une liste des 20 meilleurs boxeurs qui ont des 20 meilleurs des 20 boxeurs qui ont le meilleur jab, pour moi et Inis et Stanionis y figurent. À quelle place, je sais pas exactement, mais vraiment ces 2 mecs ont un jab absolument exceptionnel. D'un côté, pour moi, Stanionis doit capitaliser sur son physique, sa physicalité qui, je pense, j'ai le sentiment, peut-être que je me cours complètement, mais j'ai le sentiment qu'elle est un petit peu supérieure à celle de Inis, donc capitaliser là-dessus, mais pas capitaliser à la Roman Villa, monter la garde, même pas de façon tant hermétique que ça, et foncer comme un taureau. Ça, c'est couillon. Ça, ouais, je vais le dire comme ça, c'est peut-être un peu irrespectueux pour Villa, mais c'est couillon de fonctionner comme ça parce que Ennis, je l'ai pas notifié, mais voilà, il est excellent et ouais, au final, j'ai complètement oublié de le noter, mais il est excellent en contre, également. Il a un très bon sens du timing, il a un très bon sens du contre et voilà, il lui aussi est excellent en contre. Donc pas monter les mains et aller en mode taureau, mais faire ce que voilà, j'aime beaucoup appeler ça comme ça, faire du pressure counting. Voilà, j'en parle systématiquement, enfin non, pas systématiquement, mais j'en parle très souvent dans mes vidéos. C'est, un peu à la façon un peu faire du catch and pitch en gros, mais mettre la pression, monter la garde, mettre la pression à l'adversaire, le travail du jab, mais pas dans l'optique de construire des combinaisons et de prendre l'initiative au niveau de l'action, au niveau des échanges, mais provoquer une réaction de son adversaire pour le contrer à ce moment-là. Comme Sanonis, c'est pas un gars qui se combine extrêmement bien à l'offense et que Ennis a un peu tendance à, à s'exposer, à prendre un peu la confiance et régulièrement, quand il attaque, à s'exposer pas mal. Mettre une pression pour déclencher une réaction chez Ennis et le contrer à ce moment-là, avec le sens du contre de Stanionis, je pense que ça peut très, très, très bien fonctionner. Travailler au corps, je trouve que Stanionis ne le fait pas du tout assez sur ses combats, surtout ses derniers combats, il le fait pas assez. Il envoie des coups au corps de temps à autre, mais pour moi, c'est vraiment pas assez. Il devrait beaucoup plus focus le corps et notamment face à un Ennis qui, a quand même ouais, laisse quand même pas mal d'ouverture au corps. Je pense que ça peut très, très, très bien fonctionner. Niveau défensif, heu, mmh, améliorer ses mouvements de tête. Sa garde est excellente. L'axe d'amélioration et qui peut s'avérer vraiment décisif face à un gars comme Ennis. Travailler les mouvements de tête en esquive latérale, en esquive rotative et cetera. Je pense que c'est un truc que c'est pas une faiblesse, mais c'est un truc que Stanionis pourrait rajouter à son arsenal et qui ne pourrait être que, bénéfique. Et enfin, focus sur le check hook. Mettre un focus sur le check hook parce que Ennis fait un gros focus sur sa, southpaw stance et on a vu dans son deuxième combat face à Chukadian, le dernier en date, que quand il jabait, en southpaw stance, il pouvait laisser quelques opportunités et j'allais dire surtout en début de combat. Au final, ça s'est surtout vu sur ces 2 derniers combats donc et
comme j'ai le sentiment que Ennis c'est un peu, a un peu pris ses 2 combats par-dessus la jambe, peut-être que c'était simplement dû au fait qu'il était pas pleinement préparé, pas pleinement, focus sur ses combats. Mais voilà, dans tous les cas, travailler le jab en southpaw avec un bon check hook, ça peut très, très bien fonctionner de façon générale. Ça avait magnifiquement bien fonctionné pour Chookagian dans son dernier dans le 2e combat face à Ennis. Donc faire un focus sur le check hook, à mon avis, ça peut être une tactique très intéressante. Et du côté de Ennis, voilà, comme je l'ai dit, travailler le jab, sur et travailler dans les deux gardes, plutôt travailler, de l'extérieur au global. Voilà, à l'intérieur, il pourrait faire enfin, il pou ouais, je pense qu'il pourrait éventuellement battre Ennis en boxant dans l'infight, voilà, dans la poche et cetera. Je pense qu'il fonctionnerait bien dans cette configuration, mais j'ai quand même le sentiment que ce serait se compliquer la tâche et que quand il travaille bien de l'extérieur, quand il alterne bien entre ces 2 gardes, qu'il travaille bien du jab, je pense qu'il serait meilleur que Stanionis, que ça permettrait d'épuiser Stanionis, de frustrer Stanionis. Donc travailler de l'extérieur, ça me paraît être une bonne tactique, de base. Peut-être à ajuster au fil du combat. On va travailler de l'extérieur en début de combat pour petit à petit, plus en plus rester dans l'inside game, rester à courte distance et travailler à partir de là, plus Stanionis se fatiguera, plus travailler à courte distance, et le faire craquer éventuellement, sur le dernier tiers du combat. Travailler en uppercut également. Bah, Stanionis, c'est la garde haute comme ça. Voilà, un des plus gros poncifs de la boxe, c'est la cheminée, donc le travail en uppercut. Ennis a de très, très, très bons uppercuts, surtout en southpaw, il faut quand même le reconnaître. Il a d'excellents uppercuts, surtout en southpaw, donc travailler en uppercut, je pense que ça peut très, très bien fonctionner. Et enfin, c'est très, très important selon moi, surtout sur ce combat-là, ne pas stagner en southpaw. Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que encore une fois, il est enfin, quand il est en southpaw, il minimise sa défense, mais il maximise son offense. Donc c'est dans cette position, c'est dans cette, configuration qu'il est le plus dangereux. Mais c'est surtout là où il s'expose le plus, au contre, où il s'expose le plus à prendre des coups et à s'embourber dans une physionomie de combat qui ne lui, ouais, comment dire? Ouais, qui lui desservirait plus qu'autre chose. Donc ne surtout pas stagner dans la southpaw stance et switcher le plus possible. Encore une fois, travailler de l'extérieur et beaucoup alterner des deux gardes. Vraiment, pour moi, c'est essentiel et même à l'offense, travailler des 2 gardes, travailler en shift. Franchement, de tête là, j'ai pas un seul shift de Stanionis qui m'a vraiment marqué. Mmh. Faudrait que j'aille revoir son combat face à Lipinette. Je sais plus si l'uppercut, ben, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, intervient sur un shift arrière, en fait. Un peu à la Shane Mosley, en gros. Enfin, la Shane Mosley contre Antonio Margarito, au 8e round. Je sais plus si c'est sur cette configuration-là, mais voilà, il y a pas de shift chez Ennis qui m'ont spécialement marqué et je pense que justement ça pourrait être quelque chose qui pourrait très, très, très bien fonctionner et notamment qui pourrait lui permettre d'améliorer son ring cutting et son travail en pression parce qu'il a un très bon jab. Donc bien travailler du jab pour masquer ses shifts, ça pourrait fantastiquement bien fonctionner et ça pourrait grandement aider à casser la distance et cadrer ses adversaires un peu plus élusifs comme l'a été Chookagian notamment. Donc voilà et pour le coup, ça c'est même pas une enfin, un élément à améliorer spécifiquement pour un combat face à Ennis, mais même Stanionis pardon, mais même dans le reste de sa carrière, je pense qu'il pourra rencontrer des outfighters qui pourront être très, très bons et être très élusifs. Donc pas trop stagner en southpaw et plus travailler en shift, pas forcément sur ce combat-là. Face à Stanionis, travailler en shift, c'est un truc qu'il faut tenter, mais c'est un truc à faire avec modération quand même. Mais ne surtout pas stagner, tout un round en southpaw et en fait, justement, ne pas faire une Hagler ou une Crawford, je pense que ça servirait beaucoup plus à Ennis. Donc voilà et enfin, pour passer sur la partie, pronostat, hem, déjà, pronostic du cœur, j'adore, Jaron Ennis. Ça fait très longtemps que je l'adore, depuis 2021, je suis un immense fan, de Jaron Ennis, donc je veux le voir
remporter ce combat. J'ai jamais trop accroché avec Stanionis, personnellement. Donc voilà, je veux voir, Ennis remporter ce combat et je veux le voir prendre la place qu'il doit prendre depuis quelque temps en tant que roi de la division welterweight. Voilà, Ennis, j'ai toujours été dans le train, j'ai toujours dit et répété et insisté sur le fait qu'il aurait éclaté, j'allais dire sans grande difficulté, pas bon, sûrement pas, mais je suis persuadé qu'il aurait éclaté Errol Spence Jr. en 2021, 2022, 2023. Je suis persuadé que Ennis en serait ressorti vainqueur 9 fois sur 10. Donc voilà, j'ai vraiment envie que Ennis sorte définitivement de l'ombre et s'impose comme l'un des meilleurs boxeurs pound à l'heure actuelle. Et franchement, avec une grosse victoire face à Stanionis, faudra voir aussi les autres noms qui restera dans le top, mais franchement, je pense qu'avec une grosse victoire face à Stanionis, j'aurais matière à le mettre dans le top 10, dans mon top 10 pound for pound, personnellement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en parlera après le combat. Voilà. Pronostat. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai surtout très très peur de sous-estimer Stanionis. J'ai toujours eu l'habitude, pas forcément saine, de mettre Ennis sur un piédestal. Donc j'ai un peu peur de sous-estimer Stanionis et de ne pas le voir à son réel niveau. Bon, en même temps, je suis pas aidé par le fait que Stanionis, au final, il a très très peu de combats. Il a que 15 combats pro à l'ensemble, enfin dans l'ensemble. Il a affronté vraiment, enfin, il a commencé à affronter des vrais gars de niveau mondial qu'en 2021. Et ces combats-là se comptent sur les doigts d'une main. Donc ces 4 derniers combats face à Dulorme, Colado qui se termine en queue de poisson, Boutaef et même Maestre. J'ai du mal à le considérer comme un mec de niveau mondial personnellement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc je trouve qu'il a très très peu d'expérience au plus haut niveau. Il n'a pas beaucoup moins d'expérience en termes de nombre de rounds que Ennis, alors que Ennis a littéralement 2 fois plus de combats, et même plus du double de combats de Stanionis. Cela, cela dit, il n'a pas beaucoup moins de rounds, mais le truc, c'est qu'il n'a pas autant de rounds face à des adversaires d'aussi bon niveau. Parce que pour moi, Ennis, ça fait depuis 2021 et une série de 6 ou 7 victoires consécutives qui fait face à des gars que je considère personnellement comme des gars de niveau mondial. Que ce soit Lipinette, que ce soit Dulorme, que ce soit Clayton, que ce soit Chukadzian, que ce soit Villa, que ce soit Avanesyan, ce sont des gars que je considère pas dans le top, tous dans le top 5, loin de là, mais qui varieraient entre la 8e et la 15e position d'un top, selon moi. Peut-être plus, ouais, entre la 8e et la 20e position d'un top. Pour moi, Stanionis, il a affronté un top 20 mondial, pas que 2 fois. Dulorme, qui était un vrai top 20 mondial en 2021, et c'est pour ça que c'est une très belle victoire des deux sur cette année 2021. Et Boutaev, qui était un vrai top 10 au moment où Stanionis l'a affronté, ça j'ai aucun doute là-dessus. Depuis, ben, Maestre, pour moi, c'était pas un top 10 mondial. Et difficilement un top 20, un top 20 mondial, selon moi. Donc, voilà, c'est plus sur le résumé que je mettrais quand même un Ennis net favori. Sur du. Bah, franchement, j'aurais presque tendance à le mettre sur du 70-30, ce combat-là, personnellement. J'aurais tendance à le mettre sur du 70-30 parce que Ennis a déjà rencontré un style semblable à celui de Stanionis en la personne de Roman Villa. Alors, et Stanionis, selon moi, est meilleur que Villa, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est le genre de style que Ennis a déjà rencontré, face à qui il s'est déjà fait une expérience, donc il ne sera pas surpris à l'approche d'un combat face à Stanionis. Il faut qu'il le manage bien, certes, mais donc je pense qu'il a plus de chemin de victoire. Donc mon pronostat irait plutôt à l'avantage de Jaron Ennis sur du. Allez, 70-30, c'est quand même. Enfin, mettre plus que 70-30, c'est quand même un peu disrespect sur Stanionis, mais je le mettrais. Donc voilà, mon pronostat irait entre 65-35 et 70-30 en faveur de Stanionis, personnellement. Et le pronostic. Je vais aussi aller du côté de Ennis, logiquement. Parce que, encore une fois, il a déjà manœuvré et très très bien manœuvré un style du genre de celui de Stanionis. Cela dit, comme j'ai dit, je pense que Stanionis est meilleur que Roman Villa.
Je pense déjà rien que sur sa responsabilité défensive, il est bien meilleur que Romain Villa. Il s'exposera pas autant que Villa. Je pense qu'il a un meilleur sens du contre que Villa, mais je suis pas sûr qu'il arrivera à vraiment à bah, je suis déjà même pas sûr qu'il arrivera à vraiment rocket Ennis et je pense pas qu'il arrivera à cap et même s'il le rock, j'ai du mal à le voir capitaliser, sur un instant où Ennis, vacillera un petit peu parce que Ennis, il a un très bon menton également donc j'ai quand même du mal à le voir, tomber sur un seul coup, surtout sur un seul coup de Stan Ennis. Encore une fois, Stan Ennis, il est très il a une grosse force physique. On sent qu'il a une bonne force de frappe, ça se sent, mais il a pas, c'est pas un gros puncher non plus. Donc je suis pas sûr que Ennis ait de quoi, enfin que Stanionis, pardon, ait de quoi knock-out clean Ennis. Mais autant mais voilà, je peux voir Ennis stopper Stanionis à la façon dont il a stoppé Roman Villa. Cela dit, je miserais plus sur un combat qui irait à son terme. Et donc, mon pronostic irait sur Jaron Ennis sur une décision unanime. Moi, je vois vraiment une décision unanime au moins net. Donc, je tablerai sur au moins du 116-112 personnellement. Donc, voilà, qui a une décision unanime qui irait sur des cartes entre 116-112 et 117-110. 117-111, pardon. Et bah voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un combat super intéressant sur le papier et je pense que ça va être un combat très, 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 très divertissant dans, dans les faits. Voilà, je pense que ça va être un combat très divertissant. C'est les deux meilleurs welterweight qu'on a à l'heure actuelle et ça, j'ai vraiment très, très peu de doutes là-dessus. Bon, c'est un très beau combat, mais ça enfin, je trouve que ça en dit surtout long sur la qualité de la division welterweight à l'heure actuelle qui est assez peu relevé, honnêtement, qui est qui est vraiment assez peu relevé, qui manque cruellement de profondeur, qui va peut-être être enfin, bon, peut-être que la hype va un peu repartir avec maintenant, oui, il me semble que Ryan Garcia et Devin Haney vont combattre en welterweight dans leur prochain combat. Donc non, donc ouais, ça devrait pouvoir, enfin, ça devrait permettre de remettre un peu de hype sur cette division, mais pas sûr que ça permettra bah, ouais, de remettre une vraie valeur et une vraie profondeur à cette division malgré le fait qu'il y ait quelques noms assez intéressants. Donc je pense que là, on a vraiment le combat entre les 2 meilleurs welterweight à l'heure actuelle, donc c'est vraiment le genre de combat qu'il faut regarder. Donc je vous in donc ouais, c'est sur DAZN. Je vous invite vraiment à le regarder. Voilà. C'est là-dessus que je conclurai cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la même éternelle chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains lives, notamment des prochains releases de Classics. Vendredi, on aura l'occasion de reparler de ce combat-là avec quelques invités sur un de mes lives Paris Sportifs. Donc voilà, normalement, bon, j'essaierai de le mettre très vite en, en préparation. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, allez checker ça et allez bah, voilà, mettre la cloche, etc. Normal. Enfin, ouais, normalement, je ferai ce que je peux pour tout préparer et que le live soit déjà disponible au moment où cette vidéo sortira. Mais en tout cas, voilà, portez-vous bien, à très bientôt et moi je vous dis salut.